Edmund Kohl et François Mitterrand main dans la main en pleine guerre froide à l'ossuaire de Douaumont près de Verdun. Qui ne connaît pas cette photographie qui fait aujourd'hui partie de l'histoire ? 35 ans après ce geste de Verdun et 30 ans après la chute du mur, ce sont pas moins de 600 élèves qui ont participé à une journée de rencontres franco-allemandes avec des invités exceptionnels tels que Hubert Védrine, ami et collaborateur de François Mitterrand. Ils veulent garder un peu de souveraineté. Il se rappelle du geste historique. Je crois que c'est un geste spontané. Et deuxièmement, on a trouvé ça magnifique, merveilleux, très touchant, mais on n'imaginait pas une seconde de retentissement. Et c'est devenu un beau symbole. Mais maintenant, il faut savoir ce que la France et l'Allemagne peuvent faire ensemble d'utile dans le monde chaotique où on est. Guerre froide et construction européenne, deux thèmes connexes qui ont été abordés durant la rencontre, mais aussi la crise d'une Europe en plein Brexit. C'est une marche ensemble. Nous marchons ensemble. Je crois on traverse une crise sérieuse, mais il faut qu'on en sorte. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais je crois que l'idée européenne est une idée magnifique. Puis on est dans un monde où l'Europe n'est déjà plus grand-chose. Nous ne sommes pas au cœur de la vie internationale. La géopolitique nous échappe. Pour ces lycéens, cette rencontre est l'occasion de compléter leur cours d'histoire, mais aussi de se rendre compte des enjeux de l'entente franco-allemande et européenne. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vécu, donc on le vit quand même à travers tous ces témoignages et tout ce qu'on voit, nous, après en tant qu'élèves, justement, pendant ces journées. 25 ans après son ouverture au public, le Centre mondial de la paix poursuit donc son but, promouvoir la paix, parler de l'avenir et rappeler les horreurs qu'ont engendré les conflits passés. Partez à la poursuite d'une bouteille d'eau minérale de Vittel. Le week-end dernier, le groupe Nestlé Waters, propriétaire des usines de Contrexéville et Vittel, organisait des visites réservées aux salariés, à leurs familles, aux retraités de l'entreprise, à des élus et agriculteurs partenaires qui ont pu découvrir les coulisses de l'embouteillage. C'est une ligne qui travaille toute l'année, 7 jours sur 7, et à une cadence d'à peu près 50 000 bouteilles par heure. C'est la cadence qui a vachement augmenté, quoi. C'est sûr, c'est impressionnant, quoi. Moi, ça me fait un petit peu peur, voilà. Parce que moi, c'est la place de l'humain que je situe un petit peu plus difficilement. Cette chaîne de l'usine de Contrexéville est une des plus rapides sur les 12 que comptent les deux usines vosgiennes, d'où sortent 1,5 milliard de bouteilles chaque année, sous les marques Vittel, Contrex et Épar, avec des contrôles par centaines. Le laboratoire interne de l'usine réalise de l'ordre de 300 à 400 contrôles par jour pour l'ensemble de l'usine. Il y a aussi le contenant des bouteilles 100% recyclables. Et la bouteille, elle est faite dans un matériau qui s'appelle le PET, donc elle est éco-conçue, mais pour qu'elle soit vraiment vertueuse, il faut qu'elle soit dans la bonne poubelle. Les jaunes ou les bleus, suivant les départements. Nestlé Waters, c'est près d'1 millier d'emplois dans les Vosges, un acteur économique qui prône le développement durable. Mais le groupe numéro 1 mondial des eaux en bouteille est au cœur d'une vaste polémique. La nappe phréatique d'où provient l'eau de Vittel est déficitaire. La multinationale suisse de l'agroalimentaire est accusée par les écologistes d'épuiser la ressource et de privatiser l'eau potable. Depuis 2010, on a réduit de 26% nos prélèvements sur l'aquifère des GTI, qui est un des 3 gîtes minéraux qu'on utilise aujourd'hui sur le site, et on espère d'ici l'année prochaine atteindre les 30% de réduction. On a beaucoup de forages sur le site de Vittel Contrex, monitorés en permanence, en quantité et en qualité. Pour Ronan Le Fanic, la solution n'est pas dans l'opposition mais collective. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration par le département et l'État. Et le directeur nouvellement nommé en juin dans les Vosges sera par ailleurs chargé de mettre en place un plan d'investissement, mais aussi de restructuration qui prévoit 120 départs volontaires sur les 2 sites pour améliorer la productivité. Ce chèque de 500 000 € doit permettre la restauration du moulin de Bar-sur-Seine. Le loto du patrimoine a été lancé par le président de la République et piloté par Stéphane Bern. Ce bâtiment fait partie de la catégorie des sites emblématiques. Il en existe un seul par région. Ce pari réussi revient à la Fondation du patrimoine de l'Aube qui a proposé au jury ce moulin atypique. Le moulin de Bar-sur-Seine, vous vous rendez compte ? C'est pas un château. Moi, j'habite l'Aube et ça fait 50 ans que je le vois comme ça. Quelque part, je me suis dit, c'est l'occasion de le présenter. Par contre, ce moulin, c'est le seul en France qui a 4 niveaux en tant que moulin en pan de bois.
Donc ça méritait quand même de le placer à la mission Berne. On a réussi, on est satisfait. Voilà. Que ce dossier a été choisi parmi 2800 dossiers au niveau national. Il a été élu pour la région Grand Est pour être le dossier représentatif d'éléments structurels à risque aujourd'hui, donc en état de vétusté. Sa restauration devra être réalisée dans les règles de l'art et sous le contrôle des architectes des bâtiments de France. S'il n'existe pas d'estimation précise du montant nécessaire, une souscription est prévue afin de compléter la somme reversée par la Française des Jeux. Ça peut être la possibilité pour le propriétaire du projet d'aller voir des banques en disant maintenant j'ai déjà un préfinancement. C'est aussi le moyen de créer une forme de cagnotte avec un appel au mécénat, un espèce de starter. Il a fait une bonne pioche et tout le monde ne peut que s'en réjouir. Il y a 4 sites qui ont eu 500 000 € cette année. Cette sélection dans le cadre du loto du patrimoine, c'est aussi une bonne pioche en termes de communication pour tout un secteur de l'Aube. Vous savez, c'est comme les plus beaux villages de France. Les gens viennent visiter aujourd'hui des villages qui n'auraient pas été connus s'il n'y avait pas eu ces émissions faites souvent par Stéphane Bern ou d'autres, mais des émissions où on est vu. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde de communication, quand on est vu, on attire du tourisme, on fait travailler l'hôtellerie, la restauration, et tout ça, c'est bien pour l'économie locale. La remise de ce chèque constitue une première étape. Aucun calendrier de remise en état et projet d'aménagement ne sont pour l'instant arrêtés. Par exemple, quand j'ai mis la télé, je suis tombée sur une chaîne et tout d'un coup, je me dis tiens, il y a une rubrique qui démarre, le monsieur parle, je dis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une chaîne allemande, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je dis que ah bah non, en fait, ils sont en train de parler alsacien. Des anecdotes comme celle-ci, Hélène en a plein son carnet. Et pourtant, elle ne vient pas de loin, originaire de Lorraine, elle est arrivée en Alsace il y a une quinzaine d'années. Et alors qu'elle se pensait en terrain connu, les chocs culturels s'accumulent. Des instants du quotidien qu'elle a choisi de raconter dans une bande dessinée autobiographique. C'était de montrer comment je me suis adaptée à l'Alsace, puisque comme toute personne qui arrive dans une nouvelle région, elle pense la connaître. Et finalement, non, elle se rend compte que pas du tout. Ce qu'on connaît, c'est les clichés qu'on en a, les idées peut-être un peu reçues. Et quand on commence à bien connaître les gens, on se dit, mais il faut que je fasse comprendre aux autres comment ils sont. Surtout que moi, je suis arrivée plutôt du côté campagne rurale. Donc je me suis dit, les gens ne connaissent pas du tout cette Alsace-là. Je suis en train de mettre au propre une case que j'ai fait très très sommairement sur le brouillon de la case pour placer les éléments. Le dessin, elle est tombée dedans depuis toute petite. Depuis 1996, elle dessine des illustrations et planches de BD dans des fanzines avant de publier ses propres œuvres. Grâce à un financement participatif, elle compte bien réaliser son rêve, publier un album BD. Après des années, elle a fini par trouver son style, toujours avec une note d'humour. C'est venu de personnages caricaturaux japonais qui sont réduits presque à l'apparence de bébés un peu joufflus. C'est le style kawaii qui veut dire mignon en japonais. J'ai trouvé que pour un style humoristique, ça s'y prêtait bien. Elle planche déjà sur son deuxième album, mais avant, elle compte bien faire connaître My Elsa's Life dans des festivals et la commercialiser sur Internet. C'est à La Croix-sur-Meuse que se trouve cette œuvre liturgique de Giulio Donzelli, en plein cœur de la ville, dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Un lieu dans lequel l'artiste a fait la démonstration de ses différents talents. C'est une église du 19e siècle qui a été abîmée pendant la Première Guerre mondiale et donc Giulio Donzelli est intervenu ici, comme par exemple ici où il a conçu cet hôtel du Sacré-Cœur. Peintre, sculpteur et concepteur de mobilier liturgique, Giulio Donzelli est à l'origine de nombreuses œuvres dans la Meuse et dans différentes églises. Un travail qui, aujourd'hui, peut se découvrir à travers l'itinéraire Donzelli, à la rencontre d'un artiste méconnu et pourtant exceptionnel. Il s'est très bien entendu avec les prêtres meusiens, donc il a décoré une quarantaine d'églises dans la Meuse. Donc ce qu'on voit dans le département, ce qui nous reste, c'est effectivement tout son art liturgique.
Il faut penser qu'il était d'origine italienne, donc il avait une culture religieuse, il a été imprégné de culture religieuse et il connaissait très bien son sujet sans être lui-même croyant, puisqu'il était plutôt anarchiste et agnostique. Ici, la particularité du style qu'il utilise, c'est la fausse mosaïque qu'on retrouve à la fois en encadrement autour des panneaux et aussi dans la partie haute de l'œuvre avec des touches de couleur, l'usage de 2 dorures mais de 3 tonalités de doré. L'effet mosaïque, les anges ou encore la composition, cette fresque n'est pas sans rappeler le style byzantin. 12 apôtres en procession, des particularités qui se retrouvent ici aussi à Belleville-sur-Meuse. L'itinéraire Donzelli, 40 églises à travers le département, mais aussi des œuvres sculptées comme ce monument aux morts à la Croix-sur-Meuse. Un artiste accompli aux multiples talents, dont le travail aura su redonner des couleurs à un patrimoine détruit pendant la guerre.